monsieur à côté de moi a fait un coming out. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le coming out était très curieux. C'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer, loin de là, parce que ce monsieur a eu quelques petits problèmes pour, on peut le dire, pour se reproduire. Hein, c'est pour faire un petit, la transition avec le nouveau spectacle. Bah oui, voilà. Et donc tu vas pouvoir présenter ton nouveau spectacle et qui parle de procréation pour rester dans des termes médicaux. Ouais. Bah, effectivement, après le premier spectacle où c'était un coming out spirituel, où je parlais de liberté de conscience, de choix de vie, etc. Là, le nouveau, Couleur Framboise, je m'attaque à un autre tabou, qui est celui de l'infertilité masculine, et surtout tout ce que ça vient poser comme question à un homme de son temps, quand il va avoir des enfants et quand il en est empêché, ça remet plein de choses en question. Mais alors pourquoi Couleur Framboise ? Il faut, pour le savoir, il faut venir voir le spectacle. Non, parce que je parle d'un autre tabou pendant le spectacle, parce que pendant tout ce processus pour essayer d'avoir un enfant avec ma conjointe, elle a fait des grossesses interrompues naturellement à répétition, ce qu'on appelle communément les fausses couches. Et donc c'est vrai que le spectacle est aussi ponctué de ces moments qu'elle a vécus. Et c'est vrai que c'est des moments assez dramatiques et que la langue française a cette particularité, cette richesse de pouvoir, par les mots, rendre poétique quelque chose qui ne l'est pas. Et donc Couleur Framboise fait référence notamment au sang qui est déversé quand elles expulsent ce corps vivant, en tout cas qu'il l'est dans l'esprit pour certains. Voilà, ça faisait référence à ça. Mais on rigole quand même beaucoup, parce que là, ça fait un peu glauque. Oui. Non, mais bon, il faut bien expliquer de quoi on parle. Couleur Framboise, je te dis, c'est... Toi, tu joues sur les mots, tu aimais bien... Déjà, coming out, ouais, je vais sur les mots. Couleur Framboise, je me dis, tiens, c'est intriguant, et en même temps, c'est vrai que moi, j'ai été très frappé par le tabou qu'il y avait autour de cette question. Les femmes, elles doivent annoncer leur grossesse après 3 mois. Tout ce qu'il y a avant, il ne faut pas en parler. Dès qu'il y a un traumatisme, elles doivent garder ça dans le silence. Et je trouvais intéressant de pouvoir aussi utiliser le théâtre pour aller questionner aussi tout ça. Pourquoi on garde aussi, on laisse ces femmes-là garder ce silence, quoi. Alors, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est triste. Et je peux vous le dire, parce que j'y étais, que j'ai ri pendant, je ne sais plus quelle est la durée du spectacle. 1h08. 1h08, j'ai ri pendant 1h20. Voilà. Parce que je rigolais encore à la sortie et j'étais pas le seul. C'est vrai que c'est ton écriture, la façon dont tu joues, la façon dont tu t'adresses au public, eh bien, on ne peut pas ne pas rire. Ouais, là, l'honneur, je le partage avec mon co-auteur, Thibaut Évrard, avec qui j'avais déjà écrit le premier spectacle. Et c'est vrai que là, on avait envie de réécrire ensemble. Et on a une écriture très hybride qui peut... c'est vrai, les gens nous disent, les retours qu'on a, c'est que les gens rient énormément, pleurent énormément. Oui, c'est vrai qu'avec Thibaut, on a une écriture assez hybride. C'est un spectacle... où on nous dit, par exemple, on utilise des punchlines quasiment de l'ordre du rap. À un moment donné, je dis, je reprends la salle, je pousse la fonte et je pleure. Un truc très punchline. Et en même temps, d'autres endroits plus poétiques où je parle de la Chartreuse en disant que c'est un doux breuvage, couleur émeraude. On a dans la langue, comme ça, une façon bien à nous d'écrire qui ressemble, j'ai l'impression, à pas grand-chose de ce qui se fait un peu dans le métier. En même temps, moi, ça me... je cultive ma singularité comme ça, quoi. C'est bien parce que de toute façon, on va voir le spectacle. Pour ceux qui ont vu le premier, tu es sûr qu'ils vont revenir au deuxième? Ouais, alors là, c'était un gros enjeu de réussir à faire un deuxième spectacle. Moi, l'exigence que j'avais, c'était d'avoir un truc aussi bien, voire mieux que le précédent, parce que c'est toujours mieux. Donc oui, c'était à la fois garder un peu ma patte, et en même temps monter un peu en gamme. Je sais que sur le précédent, par exemple, c'est bête, mais on avait une quinzaine de personnages. Là, on en a 30. Je pense qu'il est, mais parce que je le suis aussi, peut-être plus mature, plus travaillé que le premier, qui avait été un jet comme ça, qui avait été un gros succès, mais sur celui-là, ouais, je me suis peut-être un peu plus pris la tête sur l'écriture. Et si quelqu'un veut revoir
voir, découvrir le premier spectacle, est-ce qu'il y a une captation ou est-ce que tu... Alors il est disponible sur Canal+, parce on avait fait la captation à l'Olympia, parce qu'on avait célébré la nomination aux Molières à l'Olympia. Ça avait été une très belle fête. Et du coup, ouais, il est toujours disponible sur Canal+. Et il y a en parallèle un documentaire qui s'appelle le choix de la liberté, qui est un peu un making-of et qui reprend à la fois mon parcours et le parcours de celui qui a fait ma première partie à l'Olympia, qui s'appelle Nazim, qui est quelqu'un qui est auteur, compositeur et interprète de plein de stars de la chanson française. Et ça reprend un peu l'itinéraire de ces deux gamins de Saint-Étienne qui rêvent d'être artistes et qui vont monter à Paris pour vivre de leur art, quoi. Monter à Paris, en gros, tu le fais maintenant régulièrement, puisque tu n'habites pas Paris, tu le dis dans le spectacle, ouais. Et c'est clair, donc il faut bouger pour venir à Paris. Est-ce que c'est contraignant? Non, on avait un désir avec ma compagne de quitter Paris, de changer un peu de mode de vie, d'être plus près de la nature. Moi, j'ai grandi en région, donc je connaissais un peu la vie aussi en région. Et après, on n'est pas très loin de Paris, donc moi, revenir ici, j'ai besoin aussi de continuer déjà à me produire sur scène, mais aussi de me nourrir de tous les spectacles, de cette vie aussi trépidante qui pousse à la création à Paris. Et ça, je l'ai pas. J'ai d'autres choses quand je suis en région, j'ai le calme, j'ai mon petit potager, mais quand je viens à Paris, j'aime bien l'effervescence du travail. Ouais. Mais moi, j'admire ce partage de vie. C'est deux vies différentes en fait que tu vis. Ouais, et en même temps, elles se complètent bien l'une et l'autre. C'est vrai que je suis arrivé à un âge où j'avais aussi envie de me recentrer un peu plus sur l'essentiel, où j'avais envie de, pareil, peut-être pour mieux créer, pour mieux revenir à Paris. Et je pense que les deux se complètent bien. Je pourrais plus vivre que à Paris, et en même temps, je pourrais plus vivre que en région. J'aime bien avoir un pied de chaque côté. À un moment dans le spectacle, tu parles de voyage. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est bon? Tu as travaillé là-dessus? Non, pareil, ce parcours douloureux pour essayer d'avoir un enfant, à un moment donné, on en avait un peu marre de tous les processus médicaux, etc., la pression qu'on avait. Donc on est parti marcher. On a fait 1500 km en 2 mois. Et je raconte toute cette marche dans le spectacle. Et ça a été une façon de nous reconnecter l'un à l'autre, de nous reconnecter avec la nature, de voir qu'il y avait aussi, qu'on faisait partie d'un grand tout, d'un grand vivant. Et c'est vrai que peut-être que cette marche, elle a aussi déterminé le fait aussi d'écrire le spectacle, se dire en fait, on célèbre pas assez la vie, on est très nihiliste, tout va mal, l'écologie ça va pas, la situation autour de nous ça va pas. Et moi j'avais envie déjà de me rappeler qu'on vivait dans un pays magnifique, et je l'ai traversé en long, en large et en travers, et on a un pays qui est quand même très beau. Et puis de dire que protéger le vivant, c'est protéger certes les abeilles, protéger les baleines à l'autre bout du monde, mais c'est aussi se protéger nous. Donc ça fait partie d'un tout que d'essayer d'avoir des modes de vie plus cohérents. Tu es très positif dans le texte, dans la vie, je l'imagine. Comment tu arrives à faire ce côté positif avec des choses qui ne sont pas toujours positives, c'est le moins qu'on puisse dire? En fait, je pense qu'il y a plein de raisons à ça, mais une notamment déterminante. Il y a 2 ans, j'ai perdu un de mes meilleurs amis, qui était un acteur qui s'appelait François-Xavier Fan, qui est parti à 39 ans d'un cancer foudroyant en 9 mois. Et au-delà de la très grande tristesse que j'ai éprouvée, ça m'a surtout ça m'a donné une envie de vivre incroyable, presque pour deux, de célébrer la vie, de me dire effectivement on est quand même là sur un temps très court sur Terre. Pourquoi s'emmerder avec les problèmes? On en a déjà beaucoup des problèmes. Alors moi j'ai décidé de célébrer la vie, d'être dans des bonnes énergies, d'essayer d'un maximum être dans des bonnes relations, de ne pas juger les gens, d'être positif. Et je remarque quand même que le positif amène le positif. Et que c'est un peu un mantra, un choix de vie. Moi, tous les soirs, je fais un peu une relecture de ma journée. Je me dis, ok, à quel moment t'as souri, à quel moment t'as ri, à quel moment t'as mis des bonnes ondes, du bon, quoi. Et puis à l'inverse, d'autres moments où je me dis, attends, là t'étais un peu aigri, là t'as été un peu critique sur telle ou telle chose. Et voilà, donc je me dis, voilà, c'est
on est dans une période où on célèbre beaucoup les choses qui vont pas. Et je suis peut-être un idéaliste, mais c'est bien qu'il y ait des artistes idéalistes. Mais c'est mieux parce qu'en fait, quand on va voir ton spectacle, je peux garantir qu'on se marre, bon, peut-être pas de la première minute, mais à partir de 90 secondes jusqu'à la fin. Et c'est ininterrompu, quasiment ininterrompu. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il y a des choses qui sont pas très gaies, mais on se marre du début à la fin. Ouais, c'est vrai que les sujets sont graves, je le concède, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est un peu les retours qu'on nous fait, et puis ce que je ressens dans la salle, quoi. Les gens rient énormément, et c'est communicatif. Moi, ça me fait du bien de rire, ça me fait du bien d'entendre les gens, et de voir le public rire, et on a besoin de ça, et je pense que... moi, j'ai la chance de faire un métier incroyable où on peut faire vivre toutes ces émotions. Et si je peux apporter ma petite contribution, c'est là où le théâtre est politique. Le politique, c'est aussi mettre de l'espoir, mettre de la bienveillance, mettre de la joie. Et moi, quand j'ai des gens de toute confession, de toute couleur, de tout âge qui rient, bah, je me dis, quand je rentre chez moi, je me dis, bon, j'ai passé une bonne journée. J'ai servi à quelque chose. Est-ce que le texte a déjà évolué depuis que tu l'as mis sur la scène du studio des Champs-Élysées? C'est une petite salle tout en haut du théâtre des Champs-Élysées. C'est ça, ouais, c'est un petit écrin de 200 places à peu près. On y est bien. Et le texte, ouais, et puis il va continuer d'évoluer. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'écriture, c'est qu'autant... le rire, il y a des ressorts comiques avec mon co-auteur qu'on sait un peu retravailler, parce que c'est une écriture très musicale. Moi, je suis vraiment à la virgule près. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais 1h08, quoi. Il est très précis. Et en même temps, il y avait quelque chose qu'on n'avait peut-être pas anticipé, c'est les moments d'émotion. Et là, il a fallu peut-être un peu les retravailler, parce qu'on ne savait pas qu'à tel moment, il y allait avoir une grosse émotion, presque jusqu'au bord des larmes sur le public, et typiquement on ne pouvait pas juste repartir avec une blague derrière, ou alors au contraire il fallait tout de suite repartir avec une blague pour éviter de tomber dans le pathos. Et donc c'est un peu ces ajustements là qu'on fait au fur et à mesure, et c'est là aussi, hein, c'est le spectacle vivant. Je dirais presque, il évolue aussi tous les soirs en fonction du public. J'ai parfois des réactions dans la salle qui font que ça rend une soirée... Quand il y a des personnes qui peut-être ont vécu ces parcours de difficulté à avoir des enfants, sont dans la salle et rient mais pleurent aussi, parfois ça contamine un peu la salle, et donc il y a une écoute différente. Il y a des soirs où c'est très champagne, ça rit beaucoup, et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un qui rit très fort et puis ça embarque tout le monde. Voilà, donc ouais, presque il évolue de soir en soir, et en tout cas chaque représentation n'est finalement jamais vraiment la même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, après le succès du premier, le triomphe du premier, le succès pour l'instant du deuxième? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, de vivre, de rire, et puis ouais, que ce spectacle aille partout, que ce soit effectivement à Paris, mais aussi en région, pour justement que les gens puissent passer un bon moment avec moi sur scène, et voilà, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Alors, donne-nous les dates où on peut te voir et les horaires. Wow, ça fait beaucoup. Puis après, tu dois donner les prix, je te le dis tout de suite. Écoute, je joue les mercredis et jeudis à 19h au studio des Champs-Élysées jusqu'au 11 décembre. Et puis, il y a une tournée qui est en train de se mettre en place. Et pour ça, il faut soit aller sur les réseaux sociaux, les miens, ou alors sur le site de Qui m'aime me suivre, qui sont mes producteurs qui me suivent, sans mauvais jeu de mots, depuis le début. Et d'ailleurs, merci aussi pour ta fidélité depuis le premier spectacle. Il y a bien qu'à toi que je suis fidèle, alors. Tant mieux. Mais tu peux mettre infidèle, sinon. Non, mais en tout cas, vraiment, vraiment merci, parce que ça fait plaisir de voir aussi que tu suis, t'es un passionné de théâtre, d'émotion, et voilà, et ça vient mettre de la couleur aussi dans le spectacle vivant, donc merci. Les jours, tu les as donnés. Maintenant, les tarifs, je ne les connais pas du tout. Eh ben, moi non plus. Pas cher. Pas cher. Voilà. Pas cher parce que tout a un prix déjà, mais si vraiment vous avez des difficultés et que vous voulez absolument venir, allez, vous m'écrivez sur les réseaux sociaux, il y a toujours moyen
de vous mettre une place. Oui, non, mais c'est quasiment... Enfin, moi, je l'ai vu, c'était complet. Ouais, on fait des très belles salles. Ouais, non, on a de la chance d'avoir des très belles salles. Et bah, pourvu que ça dure, quoi. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est la seule chose que je puisse dire dans une langue que je ne connais pas. Si Dieu veut, Inch'Allah, Bezrat Hashem en juif. Oui, bon, je pourrais en anglais, je peux chercher, mais... Ouais, moi je l'ai pas en anglais. Why not? Voilà. On s'arrêtera là, parce que... Merci. Merci à toi.